Bien, bonjour à toutes et tous. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on organise ce matin notre troisième matinale de l'EPF. L'idée étant de présenter à nos partenaires euh, les, euh, le contenu des actions conduites par l'EPF après une première présentation sur le sujet qui peut nous intéresser. On a on l'a déjà fait l'année dernière en présentant les actions de l'EPF et nos retours d'expérience sur le recul du trait de côte. On l'a fait également sur le foncier économique. Et ce matin, nous sommes réunis pour vous présenter comment l'EPF intervient sur la question de la renaturation. Et c'est important effectivement d'aller de dépasser le discours pour vous montrer effectivement comment on peut faciliter la renaturation et quel est l'apport de l'établissement dans ce cadre. Alors, nous avons invité deux élus pour témoigner sur leur vision et sur l'accompagnement que l'EPF peut apporter à la renaturation. Donc, je les remercie. Et tout d'abord, on entendra Valérie Nouvelle, vice-présidente de la transition et de l'adaptation au changement climatique au Conseil départemental de la Manche et vice-présidente de l'établissement public foncier de Normandie, qui nous en parlera. Et puis, on aura ensuite le témoignage de M. Dessuruer, maire de Mortain-Bocage, lui aussi conseiller départemental de la Manche, administrateur aussi de l'EPF Normandie, qui prendra la parole sur une action plus directement conduite sur son territoire. Avant de commencer, je vous rappelle effectivement nos règles de participation au webinaire. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez en utilisant le module QR qui se situe en haut de votre écran. Pour vos remarques ou problèmes techniques, nous vous invitons à utiliser le module conversation, excusez-moi, et puis nous prendrons le temps de répondre à la fin de ces interventions. Et si il y avait trop de débats, nous ferions en sorte effectivement de vous recontacter pour échanger au-delà. Alors, pourquoi parler de la renaturation avant de rentrer dans ce que réalise l'EPF dans ce cadre-là? Ce sujet est devenu un sujet d'actualité nationale. Il y a 1000 façons d'en parler. Mais peut-être simplement, on voit depuis le Covid en particulier que les lieux de nature sont devenus plus prisés, plus recherchés. Mais le Covid n'a été qu'un épiphénomène dans tout ça. Et la place de la nature dans notre société a augmenté de façon importante depuis le milieu de la deuxième partie du XXe siècle. Et allant de pair, en plus rencontrant les difficultés liées au changement climatique et à ses impacts, où elle est regardée comme un outil très fort d'atténuation. Les effets du changement climatique et de la biodiversité sont malheureusement effectivement déjà présents. Et vraiment, la nature devient une des plus grandes raisons de pouvoir effectivement répondre en l'intégrant dans les projets d'aménagement pour effectivement être en capacité de faire face à ces impacts. On peut revenir effectivement sur les différents rapports du GIEC, mais le dernier, de ce point de vue-là, est extrêmement significatif. Sans rentrer dans l'ensemble des données qui sont présentées, on voit que, par exemple, 12% d'écart de chaleur entre les villes et les zones rurales lors des vagues de chaleur. Il y a une évidence à cela, avec l'apport qu'apporte effectivement la présence de nature. On peut aussi se rendre compte que, si on parle de biodiversité, que 30% des oiseaux des champs ont disparu en 15 ans en France. Alors, on est rentré par la question nationale et peut-être internationale, mais tout simplement en Normandie, la question est aussi bien entendu un sujet qui se pose. Le GIEC normand a été créé il y a quelques années à l'initiative de la région et là aussi, avec ses forts enjeux naturels, tant sur les surfaces littorales que prairiales, en passant par les espaces fluviaux, le GIEC normand a identifié des problématiques spécifiques sur notre territoire.
Vous voyez, par exemple, que bon, 1/5 de notre territoire est en aire protégée, que la question des haies, pour ceux qui s'intéressent à la nature, est essentielle dans notre région, avec ce qu'elle apporte en termes de biodiversité, la présence des forêts et des milieux humides et semi-naturels, et puis une difficulté un peu particulière à notre région qui est malheureusement sa trop grande voracité sur les espaces naturels et forestiers, au regard effectivement de son développement économique et démographique. Donc la renaturation a cette importance majeure, en Normandie en particulier, pour conserver des caractéristiques naturelles fortes. L'organisation de la Normandie est aussi particulière, son organisation spatiale, parce qu'on a, comme je l'ai dit, des espaces naturels, mais on a aussi beaucoup de centralités à toutes les échelles. Et dans ces centralités, la question de la renaturation et de bénéfices qu'elle peut apporter peut se poser justement à toutes les échelles. Renaturer en Normandie, ça permettra de lutter contre les îlots de chaleur urbains, ça favorise la biodiversité, ça permet aussi de lutter contre les inondations. Et malheureusement, on y est largement soumis. De favoriser plus globalement le cycle de l'eau sur un territoire qui est effectivement au bord de la mer, c'est essentiel. D'améliorer la qualité de la vie, j'y reviendrai, et d'accélérer la résilience du territoire. Avant d'aller plus loin, je veux dire, il est important aussi de donner quelques éléments de vocabulaire. Alors, bien sûr, on pourrait passer une matinée tout entière à évoquer le concept de renaturation. J'étais avant-hier à une réunion sur les futurs sites de compensation de restauration les sites naturels de compensation de restauration et de renaturation, et un membre du CGEDD évoquait le fait qu'une matinée entière avait été consacrée par le CGEDD pour évoquer la problématique et la définition de la renaturation. Alors, on va essayer, nous, d'aller à l'essentiel en allant un petit peu plus vite pour au moins cadrer le débat et disposer d'une première grille de lecture. Alors, quand on parle, pour cadrer les choses, on peut parler de végétalisation. Là, on s'occupe non pas du sol, mais on s'occupe de ce qui est sur le sol, en regardant comment est-ce que par un recouvrement plus ou moins dense, on met en place plusieurs espèces, de la strate herbacée, arbustive et des arbres. Donc ça, c'est la première étape, on va dire. On peut parler de restauration. Là, on va plus loin, hein. On regarde l'écosystème et qui a été endommagé, dégradé, détruit, et on voit comment on apporte progressivement on rétablit un certain nombre de fonctions. Et puis, on peut parler de renaturation, où là, on va essayer d'aller au bout de la démarche pour revenir à l'état naturel ou semi-naturel de l'écosystème qui a été dégradé, et là, en le regardant dans toutes ses dimensions, et on va voir ce que ça peut signifier. Alors, la manière dont on le fait est aussi importante. On peut le faire dans des démarches qui sont volontaires, qui sont compensatoires, qui sont imposées, et on peut ensuite s'interroger jusqu'où on va dans la renaturation, parce que c'est légitime. Est-ce qu'on renature jusqu'à l'état sauvage? Et ça veut dire quelle est la place de l'homme dans un espace renaturé. Là aussi, il nous faut trouver le juste équilibre dans les projets. Bien sûr, la renaturation est aussi revenue très récemment, enfin, dans les interventions et dans les interventions publiques et dans les débats, parce qu'elle apporte, on l'a ramenée dans les espaces les plus vulnérables au changement climatique, que sont les espaces urbains. Pendant longtemps, c'est vrai que si on regarde les projets d'aménagement, ils ont souvent consisté à reminéraliser les espaces, et depuis quelques années, à l'inverse, on veille à atténuer les effets du changement climatique par de la végétalisation pour commencer, puis par de la restauration, et puis jusqu'aujourd'hui par de la renaturation à travers un certain nombre de démarches dont vous avez certainement eu connaissance dans les présentations qui sont faites et dans vos territoires. Alors, les solutions fondées sur la présence de la nature en ville permettent bien sûr d'adapter des territoires aux aléas et du coup de retrouver du rafraîchissement urbain, de créer des lieux de vie, parce que ça, bien sûr,
pas directement lié au service rendu en termes d'accompagnement et d'atténuation du changement climatique, mais c'est aussi très recherché aujourd'hui par nos contemporains. Et puis, ça amène aussi, ça facilite la dépollution de l'air. Enfin, ça apporte aussi des fonctions récréatives puisque ces espaces sont des lieux de rencontre et des espaces de jeu pour les enfants. Ça apaise aussi très largement les villes. Alors, là encore, en étant très attentif aux définitions que j'évoquais tout à l'heure entre végétalisation et renaturation, où on peut aller plus loin. Le phénomène, on fait juste un petit zoom sur le phénomène d'îlots de chaleur urbain, où là, effectivement, c'était la réponse principale qu'on a pu voir sur la renaturation, en s'appuyant sur les arbres, parce qu'on sait que la présence d'arbres, effectivement, dans les centres urbains, peut permettre, effectivement, de diminuer les écarts de température qui existent, sinon, entre la ville et les campagnes, et en particulier pendant les vagues de chaleur. Le verdissement d'espaces asphaltés et bétonnés permet d'atténuer ces phénomènes d'îlots de chaleur urbaine. Et on l'a vu avec aussi toute la politique qui est menée sur les cours d'école qui vise à faire évoluer tout ça. Alors, parler aussi de renaturation, c'est obligatoirement parler du cycle de l'eau, parce que on ne peut pas séparer les interventions qui sont réalisées pour ramener de la nature sans ce cycle de l'eau, puisqu'il existe un lien étroit entre la préservation du cycle de l'eau et la renaturation et le changement climatique, puisque cette renaturation permet de préserver la ressource, permet les écoulements des eaux de pluie, renforce la perméabilité des sols et diminue les risques d'inondation. Donc c'est un défi majeur pour la stratégie du ZAN de reconquérir une biodiversité, d'adapter les territoires au changement climatique. Et puis, c'est aussi parler du sol, parce que on l'a peut-être un peu rapidement oublié de manière un peu mécanique quand on évoque le ZAN, mais il y a bien entendu la surface, mais il faut regarder aussi en profondeur. Les sols ont une fonctionnalisation très importante autour de leur capacité à faciliter la production alimentaire, à permettre le stockage, l'infiltration des eaux, comme je l'ai dit, à être des habitats pour des organismes vivants qui ont un rôle très important dans la productivité des sols. Et puis, stocker le carbone aussi, on ne l'a pas évoqué jusqu'ici, mais la renaturation est aussi une arme très importante pour permettre d'atteindre effectivement les objectifs de diminution de production du carbone. Et donc, l'artificialisation dégrade les fonctionnalités du sol et à l'inverse, effectivement, la renaturation permet de retrouver, alors dans des délais qui sont relativement longs, c'est aussi ce qu'il faut intégrer, une terre qui est à la fois fertile, qui est vivante et qui est capable de jouer ce rôle de machine biologique et physico-chimique qu'on attendait. On ne peut pas parler enfin de renaturation quand jusque-là, effectivement, j'ai plutôt une présentation générale, mais on ne peut pas parler de renaturation dans les projets sans parler du service écologique qu'apporte effectivement dans l'aménagement le projet de renaturation. Alors, bien sûr, il faut le voir à l'échelle d'un aménagement et d'un projet de territoire pour permettre effectivement de rapporter de la biodiversité. On peut l'aborder sur différents angles. Comment on concilie préservation de la biodiversité et développement d'une architecture respectueuse de la gestion des eaux et des sols. Comment on sélectionne aussi à travers des espèces qui vont être adaptées au milieu lorsqu'on va amener à renaturer, mais aussi aux futurs changements climatiques, tout en promouvant la diversité locale, en luttant contre les espèces invasives. Et on le voit dans les projets qu'on porte, combien c'est important. Comment est-ce que, quand on pense renaturation, on ne pense pas site, mais on pense projet, en regardant et en restaurant des continuités des corridors écologiques, comment on inscrit ces interventions dans des territoires qui sont plus larges, et comment on réhabilite ou on crée des écosystèmes naturels ou semi-naturels qui sont adaptés aux caractéristiques pédologiques et écologiques du site, qu'on étudie bien sûr quand on travaille sur ces projets. Alors,
Au-delà de ça, effectivement, on est aussi dans un contexte réglementaire qui est en profonde évolution, puisque depuis la loi climat résilience, on a, avec les objectifs d'usant, l'objectif intermédiaire de réduire de moitié la consommation d'ENA, enfin, dans les 10 prochaines années, sur la période 2021-2031. Et la renaturation a été intégrée, à la diapositive suivante, dans, dans la loi climat et résilience avec le texte qui a été le texte modificatif de juillet 2023, parce qu'initialement, elle n'avait pas été intégrée, ce qui posait une vraie difficulté quand on mesure l'artificialisation nette des sols, puisque elle est issue de la différence entre l'artificialisation et la désartificialisation. Justement, cette loi, elle confère une importance majeure à la renaturation, et les surfaces, comme je viens de le dire, les surfaces renaturées sont prises en compte dans le décompte des surfaces consommées. Alors, il y a un certain nombre d'outils réglementaires qui accompagnent la loi, avec la possibilité de pouvoir identifier des zones préférentielles de renaturation qui peuvent bénéficier du droit de préemption urbain élargi. À côté de cette dimension réglementaire, l'État a mis en place dans la continuité du plan de relance, un fonds friche puis un fonds vert qui est effectif depuis janvier 2023 et qui permet d'accélérer la transition écologique en finançant des déficits de projets présentés par les collectivités territoriales dans les domaines de performance environnementale, d'adaptation du territoire au changement climatique et d'amélioration du cadre de vie. Dernier élément réglementaire, la loi Industrie verte, qui effectivement a été promulguée récemment, en octobre 2023, et qui entend répondre à un double objectif, à la fois environnemental, pour faire face à l'urgence climatique, et on va y retrouver ces problématiques de renaturation, et économique, pour réindustrialiser notre pays et créer des emplois, et bien sûr aussi retrouver une souveraineté sur les productions essentielles à notre pays. Cette loi, elle est importante aussi parce que, comme d'ailleurs la précédente, elle place définitivement les EPF au cœur d'une action foncière qui doit prendre en compte les enjeux de renaturation. Je vais à présent laisser la parole à Valérie Nouvel, comme je l'ai dit, qui, comme vice-présidente de Conseil départemental de la Manche, va nous préciser comment, dans ce rôle-là, mais aussi à travers sa vision plus large qu'elle a, elle accompagne effectivement et elle perçoit les transformations qui sont en cours sur les territoires. Merci, bonjour à tous. Effectivement, donc je suis très, très honorée d'être vice-présidente de l'EPFN de Normandie. Parce qu'en fait, c'est une structure à laquelle je suis très attachée. Le conseil d'administration de l'EPFN, c'est donc un ensemble d'élus de l'ensemble du territoire de la Normandie. Et ça, c'est important à travers si on le met en face de ce que vient de dire Jean Gall, puisqu'en fait, on parle de projets de territoire. À la chaîne de la région, donc nous sommes tous engagés dans le STRADET, dans sa mise en application. Et vous savez que le STRADET, effectivement, parle de cette renaturation, du zéro artificialisation nette. Et donc, le PFN, c'est une instance où on va pouvoir être opérationnel pour mettre en place ces grandes orientations du STRADET. Donc, c'est vrai que c'est une force pour tous les élus des territoires de Normandie. Ce qui est remarquable dans le travail que l'on fait auprès de l'EPFN, c'est que des projets comme celui dont parlera Hervé de Serrouer tout à l'heure, vous voyez, ce sont des projets lourds de renaturation. Et ça, c'est des projets où il y a, pour beaucoup de communes de Normandie, c'est un projet qui va arriver une fois dans une vie d'élu ou même une fois sur 2-3 mandatures d'un élu. Donc c'est vrai qu'en fait, on ne peut pas être doté dans les collectivités de toute la force d'ingénierie
nécessaires pour mener à bien ces projets. Vous voyez, à travers les termes qui ont été employés sur la renaturation par Gingal, on voit quand même que cette renaturation, c'est quelque chose de technique. C'est pas on enlève le bâtiment, on laisse la végétation pousser et puis le tour est joué. On parle effectivement de génie écologique, c'est quelque chose auquel je suis attachée, parce qu'en fait, quand on doit renaturer un site, eh bien en fait, on a besoin de rétablir, comme on l'a dit, les équilibres au niveau de biodiversité. Donc ça veut dire qu'on va vraiment travailler pour accompagner ce retour d'équilibre de l'écosystème en enlevant certaines espèces. C'est vrai que quand on fait du génie écologique dans la Manche, parfois j'ai des gens qui me disent « mais vous coupez des arbres ». Oui, je coupe certains arbres pour permettre à d'autres de repousser et recréer cet équilibre au niveau végétal, un équilibre qui servira aussi ensuite à la faune. Donc le PFN, c'est une force d'ingénierie très importante. Pensez aux chantiers de dépollution, vous savez qu'ils sont très techniques. Quand on commence à les travailler, même si on s'applique à tout prévoir, eh bien, on a toujours des surprises parce qu'on ne peut pas faire des sondages dans tout le site aussi précis qu'on voudrait avant de lancer le chantier. Eh bien, la force de l'EPFN, ça va être au milieu de chantier de découvrir une pollution qui n'était pas prévue et de pouvoir réagir et techniquement et financièrement. Et ça, c'est un deuxième point important. J'ai parlé d'ingénierie technique sur des sujets complexes, mais c'est aussi une ingénierie financière de l'EPFN, puisque ça crée une solidarité entre toutes les collectivités de Normandie, et ça permet, face à des aléas de chantier, de réagir rapidement. Et le rôle du conseil d'administration, c'est d'être en réaction très rapide pour pouvoir réabonder un projet s'il y a besoin, réajuster des délais de réalisation, aller chercher en fait des fonds nationaux ou au niveau de l'Europe pour accompagner les projets des collectivités. Donc ça, vous voyez, c'est une force très importante et honnêtement, c'est pas parce que je suis vice-présidente de l'EPFN, mais je vois pas bien comment la grande majorité des communes de Normandie peuvent gérer des projets aussi complexes sans l'EPFN. Autre point extrêmement important, c'est cette vision prospective. On a parlé de projet de territoire à travers la renaturation. Eh bien, le PFN, c'est l'endroit où chaque élu des territoires peut, vous voyez, porter un sujet en demandant à l'EPFN de s'en emparer et ensuite de développer une vraie stratégie d'accompagnement. Alors, Gilles le rappelait, il y a eu des sujets, par exemple, sur le recul du trait de côte. Eh bien, ensemble, dans le département de la Manche, on a signé une convention avec le PFN pour définir une stratégie de gestion des décharges littorales, justement comment dépolluer et rendre à la nature ces espaces, comme on parle ce matin. Eh bien, en fait, ça, c'est aussi la force de l'EPFN. On définit une stratégie, on en parle ensuite au niveau du CA, on lui donne ses orientations, ses priorités, et ensuite, pour la déployer, eh bien, effectivement, on va mettre en face des profils donc d'ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs, c'est bien, donc ils vont permettre de déployer la politique. Et quand je dis la déployer, c'est aussi bien s'outiller techniquement qu'aller réaliser la maquette financière qui va permettre d'avancer. Donc on parle de fonds verts, on parle aussi de fonds friches, des fonds à la main de l'ADEME pour un certain nombre de projets aussi. Donc vous voyez, c'est ce que permet en fait le PFN. Et puis un sujet qui nous concerne dans la Manche, c'est ces aspects de plan partenarial d'aménagement qu'on a vers Coutances, qui vise à faire une recomposition spatiale d'ensemble du territoire. Donc vous voyez, on attaque bien l'ensemble du territoire. Et bien là aussi, on va devoir faire de la renaturation à certains endroits, déplacer des activités industrielles dans d'autres. Et là, on est en lien, le PFN est partie prenante de ce projet, aux côtés des collectivités, de l'Agence de l'eau, de l'État, de la région, de toutes les instances qui vont pouvoir intervenir, mais avec, vous voyez, une clé d'entrée qui est très, très opérationnelle. Donc, pour moi, c'était un élément important. En étant également à l'Agence de l'eau, j'ai aussi ces partenariats forts entre le PFN, l'agence, pour parler de cette renaturation.
Et encore une fois, il faut être conscient à travers les échanges de ce matin, vous allez voir que la renaturation, c'est pas juste on enlève un bâtiment, on laisse pousser, hein. Donc ça, il faut se sortir de cette idée-là. Il faut accompagner la restauration des écosystèmes, mais comme pourra en témoigner Hervé tout à l'heure, c'est aussi un gain pour un territoire, parce qu'on retrouve effectivement un équilibre entre zone urbanisée, industrielle et puis nature. Et ça, c'est quelque chose qui est très attendu par nos concitoyens. Donc, je trouve qu'on a de beaux exemples à déployer ensemble aujourd'hui. Moi, je suis à votre entière disposition pour parler de tout l'intérêt que nous avons à continuer à s'appuyer sur le PFN pour mener des grands projets de territoire en Normandie. Merci beaucoup Valérie pour ce témoignage très, très encourageant et également pour avoir beaucoup insisté sur la place qu'occupent nos partenaires dans ces dispositifs, parce que je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit dans ma présentation initiale, mais bien sûr, l'EPF ne peut agir que grâce à son inscription dans ce réseau de partenariats très dynamique dans lequel nous sommes aujourd'hui en Normandie. Alors, à présent, je vais passer la parole à Anne-Marine Robert et à Bérangère Paul qui vont revenir sur ce que fait le PFN. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes un opérateur et nous ne sommes que ce que nous faisons. Je leur passe immédiatement la parole pour qu'elles puissent vous présenter la diversité des interventions de l'EPF dans ce cadre-là. Merci et bonjour à tous. Donc, effectivement, dans ce défi majeur qui est de réintégrer la biodiversité et plus largement la nature dans notre cadre de vie, l'EPF s'est emparé de ce sujet depuis déjà quelques années et a pleinement intégré cet enjeu dans son programme pluriannuel d'intervention 2022-2026, avec notamment les deux axes principaux sur ce sujet-là, la sobriété en matière de consommation foncière et la résilience dans la conception globalement des projets de reconversion. L'action de l'EPF en matière de biodiversité et de renaturation, elle se traduit principalement au travers de l'action de l'EPF sur le recyclage des friches. Et cette activité de recyclage de friches est principalement intégrée dans le partenariat que l'EPF a avec la région Normandie depuis de nombreuses années maintenant. Et si on schématise le déroulement d'une intervention de l'EPF sur une friche, on peut la décomposer en plusieurs étapes, comme vous le voyez sur la diapositive, donc avec idéalement une première étape qui est celle des études techniques qui permettent d'appréhender les coûts de démolition et de dépollution d'une friche, auxquelles viennent s'agréger les études en matière de biodiversité pour identifier les éventuels enjeux à préserver. Ensuite, dans un schéma idéal, on passe à la phase d'acquisition qui nous permet de pouvoir acquérir le foncier au prix le plus juste en fonction des conclusions des études techniques. C'est la raison pour laquelle, effectivement, l'enchaînement de ces deux phases, l'une après l'autre, est toujours privilégié. Et puis, enfin, la maîtrise d'ouvrage pour les travaux de recyclage foncier, qui, quel que soit le projet, doit intégrer les enjeux de biodiversité dès lors que certaines espèces spécifiques ont été identifiées. Donc, dans ce cas, on peut, lorsque des espèces protégées ont été identifiées, mettre en place des gîtes de remplacement, et ça, que ce soit pour un projet en lien avec une construction ou un projet, évidemment, en lien avec une visée de renaturation. Là où l'EPF peut aller plus loin quand le projet est à vocation de renaturation, c'est qu'après la démolition des pollutions éventuelles, on peut préfigurer le devenir du site en passant finalement par une phase de plantation d'espèces d'intérêt et de refonctionnalisation des sols, comme ce qui a été dit dans le propos introductif et qui sera effectivement illustré sur un exemple par la suite. Ce qui est important, c'est que le rôle de l'EPF est transitoire, puisqu'on est effectivement un acteur qui participe au recyclage et ensuite un acteur prend le relais sur la vie plus pérenne du site. Et dans le cadre de ces projets avec des enjeux environnementaux, l'EPF passe le relais à l'issue des travaux et dans le cadre de la cession aux partenaires collectivités ou porteurs de projets pour garantir la pérennité des mesures environnementales qui ont été mises en place. Donc, par exemple, pérenniser les gîtes de remplacement qui ont été mis en place, ou pour aller plus loin sur les projets de renaturation,
transférer la gestion du site du bien renaturé à la collectivité, puisque, on l'a dit, le processus de renaturation est un processus long et qui doit donc s'entretenir dans le temps, mais par une gestion effectivement raisonnée des espaces renaturés. Donc, pour disposer de la connaissance des sites en matière de biodiversité, l'EPF s'est doté d'un accord cadre en ingénierie écologique, puisqu'il faut effectivement passer par une phase de diagnostic du site, donc qui se déroule en général sur plusieurs saisons pour pouvoir appréhender les différents sujets éventuellement présents. Ensuite, de définir, le cas échéant, les mesures éviter, réduire, compenser pour concevoir le projet d'aménagement ou de reconversion de la façon la plus vertueuse possible. Et puis, on a également intégré, en lien avec la politique du ZAN, la capacité d'évaluer la capacité d'un bien en matière de compensation, s'il est effectivement pressenti pour, le cas échéant, être une offre à terme de compensation à l'échelle d'un territoire. Et enfin, notre accord cadre nous permet évidemment de couvrir la mise en œuvre effective des mesures de préservation des enjeux environnementaux via l'élaboration des dossiers de dérogation et le suivi en phase travaux. Donc, on va effectivement maintenant illustrer par quelques exemples d'intervention de l'EPF. Donc, on a mis globalement en 3 grandes catégories: la nature en ville, les enjeux de désartificialisation en lien avec le ZAN et la gestion des risques littoraux, avec notamment effectivement l'enjeu de recul du trait de côte qui a été cité tout à l'heure. Le premier exemple est à Beuzeville, dans l'Eure, où on est sur un site qui est en plein cœur de bourg, entre la mairie, le pôle culturel de la cidrerie qui a été réhabilité par l'EPF récemment, et une médiathèque. Donc, on avait là un espace d'à peu près 4000 m² qui était enherbé avec quelques arbres présents, mais pour lequel la commune souhaitait interroger le devenir de ce site pour lui redonner un vrai rôle et le mobiliser pour créer des liaisons piétonnières et un espace de respiration en centre-bourg pour les habitants. Donc, dans ce cadre, l'EPF a accompagné la commune via une étude qui permettait de définir le devenir du site et du bâtiment à réhabiliter en entrée de site. Et l'enjeu a été de mobiliser des compétences croisées de paysage, d'écologue, d'agropédologie pour retravailler effectivement le sol présent sur le site afin de pouvoir amplifier les services écosystémiques de ce parc et de pouvoir mettre en valeur un aménagement paysager qui soit à la fois respectueux des dynamiques naturelles, mais surtout qui les favorise. Le deuxième exemple est dans le Calvados, sur la commune de Fleury-sur-Orne, donc sur le territoire de Camp-la-Mer. Donc, il s'agit de l'ancien site Sonnen, qui était un ancien secteur exploité par des carrières souterraines et qui ensuite a été occupé par un entrepôt Point P, travaux publics. Donc, ce site qu'on voit sur les photos représente un foncier d'à peu près 5 hectares qui est situé entre 2 secteurs de la ville de Fleury. Au nord, on voit le secteur urbanisé de Fleury qui est en connexion directe avec la ville de Caen. Et au sud, un nouveau quartier d'habitation qui est récemment en cours de construction. Et l'enjeu pour Camp-la-Mer était de pouvoir mobiliser ce foncier pour créer un lien entre les 2 secteurs de la ville de Fleury et plus largement à l'échelle de Camp-la-Mer, et pouvoir offrir aux habitants un espace renaturé, de convivialité, comme on l'a dit tout à l'heure, d'accès à la nature, et donc voilà, d'îlots de fraîcheur pour répondre effectivement à cette dualité entre habiter en ville et quand même accéder à la nature assez rapidement. Donc là, l'EPF a accompagné Camp-la-Mer depuis de nombreuses années, puisque l'EPF a d'abord procédé aux acquisitions il y a une dizaine d'années sur ce foncier, procédé à une première phase de démolition, donc comme je le disais, des anciens bâtiments Point P. Et dernièrement, on a pu mettre en œuvre les travaux de préfiguration paysagère, donc qui ont notamment consisté à chercher à confiner les matériaux dont certains étaient amiantés en lien avec les anciennes activités sur le site pour éviter d'envoyer des matériaux en décharge, et préfigurer le futur parc avec la plantation d'espèces, d'une centaine d'arbres qui sont adaptés à ce secteur de Caen.
L'enjeu était de pouvoir aussi effectivement conjuguer avec les contraintes du site, hein, en lien avec les carrières souterraines qui ont fragilisé le sol et donc réduit les capacités en surface. Donc là, désormais, les travaux sont sur le point de se terminer, quand la maire va prendre le relais pour quelques aménagements type voirie et mobilier urbain, et aura effectivement la gestion pérenne du site sur les années à venir. Ensuite, l'exemple qu'on a retenu est à Vire, dans le Calvados, donc un ancien moulin qui est implanté à cheval sur le fleuve de la Vire, dans le secteur des Vaux-de-Vire, qui est aujourd'hui pleinement interrogé par la commune dans le cadre du projet Vire côté fleuve, pour offrir une balade sur les berges de la ville, directement connectée avec le centre de Vire. Donc là, l'EPF a procédé à la déconstruction de cet ancien moulin qui avait été incendié, donc avec une première phase de retrait des superstructures. Et puis là, cette année, en 2024, on va poursuivre sur la restauration écologique de ce site, en retirant toutes les infrastructures pour retrouver une continuité écologique de la Vire et en renaturant les berges du cours d'eau sur le secteur. L'exemple suivant, donc dans la Manche, à Avranches, un site voilà, d'une taille relativement moyenne, hein, à peu près 3500 m², qui avait abrité une ancienne usine à gaz. Donc, ces activités-là sont extrêmement polluantes, hein, et donc génèrent effectivement des contraintes fortes sur les sols et les bâtiments existants. Donc, dans ce cadre-là, ça fait de la même façon une dizaine d'années que l'EPF, aux côtés de la commune, interroge le devenir de ce site, pour lequel les contraintes étaient extrêmement fortes pour envisager un projet d'habitat ou de développement économique. Et le contexte de ce site, qui est connecté directement avec le jardin des plantes de l'autre côté de la route et qui offre, comme on le voit sur la photo, un balcon sur la baie du Mont-Saint-Michel, devait jouer un rôle paysager à l'échelle de la ville d'Avranches. Donc, ce qui a été mis en œuvre récemment, hein, puisque les travaux sont sur le point de s'achever après à peu près un an de mise en œuvre, c'est donc évidemment déconstruire les bâtiments, dépolluer le site, mais en plusieurs phases, donc avec d'abord la purge des matériaux les plus pollués et l'évacuation hors site, mais d'avoir un traitement de finition qui soit adapté au projet paysager pour le site, et donc en mettant en place du phytomanagement. Donc le phytomanagement, c'est le fait de planter une espèce végétale plutôt de type graminée qui vient stabiliser la pollution des sols, qui vient justement contribuer à l'aspect paysager du site, et qui permet donc de contribuer à terme à une renaturation de ce secteur. On va poursuivre sur d'autres contextes de renaturation avec Bérangère Paul. Bonjour, on va retourner donc dans le Calvados à Ouésy, donc sur un site qui est une activité d'ancienne biscuiterie puis de stockage de matériel ambulant, avec donc un site qui est aujourd'hui en friche depuis plusieurs années, et comme vous le voyez sur les photos, avec une surface bâtie et imperméabilisée qui est relativement importante, puisqu'on est sur presque 3 hectares de surface imperméabilisée. Et donc, la collectivité s'interroge sur le potentiel de renaturation de ce site au titre de la compensation aux ans. Donc, on a toute une réflexion qui est menée à l'échelle de la communauté de communes, donc communauté de communes Vallès Dunes, qui est évaluer le potentiel de désartificialisation et de renaturation de ce site au titre de la démarche de compensation de l'artificialisation d'autres terrains qui sont situés sur la commune voisine. Donc, l'EPF aujourd'hui intervient pour la réalisation des études techniques et également la réalisation d'un diagnostic écologique, donc un diagnostic 4 saisons, pour mettre en évidence les différents groupes faunistiques et floristiques qui sont présents sur ce site, donc pour avoir un état zéro, un état initial de la biodiversité présente sur ce site. Donc, les études aujourd'hui, elles sont toujours en cours, elles ont pour objectif de se terminer à l'automne prochain. Et on a quelques premiers résultats qui ont été mis en avant et qui notent la présence d'un contexte écologique qui est relativement pauvre, notamment en raison de l'importante surface imperméabilisée.
Mais justement, ce contexte écologique relativement pauvre et cette surface imperméabilisée font de ce site un potentiel de renaturation et de gains écologiques relativement important. On va maintenant retourner dans la Manche pour un autre exemple, à Saint-Martin-d'Aubigny. Donc, on est sur également donc, une ancienne activité industrielle d'ancienne tannerie. Et donc, ce site a été désinvesti lors de la relocalisation de l'activité des tanneries sur une commune voisine. Et donc, ce site qui est aujourd'hui en friche a fait l'objet de questionnements de par la collectivité, où on a la commune qui s'est interrogée sur la pertinence d'une activité, de l'implantation d'une activité économique sur ce site. Mais au regard de sa localisation, donc en milieu rural et totalement déconnecté de l'espace urbain, l'implantation d'une activité économique n'a pas semblé pertinente sur ce site, à l'inverse du projet de renaturation qui s'est, lui, imposé de fait. Donc, ce projet de renaturation, il a pour vocation de contribuer à restaurer des continuités, des écosystèmes qui sont en lien avec le contexte du site, en lien avec les ripisylves, en lien avec le milieu bocager, les haies qui sont également présentes et que l'on aperçoit sur les photos. Et donc, l'objectif de cette renaturation, c'est vraiment le développement d'écosystèmes résilients qui sont des refuges pour les espèces végétales et animales. Sur ce site, l'EPF est intervenu pour la réalisation d'une étude flash. Donc, cette étude, elle a permis de conforter le scénario de renaturation. Et l'EPF est aujourd'hui maître d'ouvrage d'études techniques pour fiabiliser justement ce projet de renaturation qui vise à démolir les bâtiments que l'on aperçoit sur la photo, dépolluer les sols, les refonctionnaliser pour vraiment créer un projet de renaturation d'ampleur qui prend en compte les zones humides, la biodiversité, la faune, la flore. On va changer de thématique, mais rester dans le département de la Manche, puisqu'on va aborder le sujet de la renaturation sous le prisme de la gestion des risques littoraux, avec l'exemple de l'ancien camping, donc situé à Port-Bail-sur-Mer, mais un camping qui est propriété de la ville d'Alençon. Donc on a, comme on le voit sur la photo, un site qui se situe en bordure immédiate de la mer, un camping qui n'est plus du tout en activité depuis maintenant de nombreuses années. Et la collectivité souhaite intervenir pour démolir les bâtiments qui sont présents sur ce site et effectuer un projet de renaturation qui se veut sobre et résilient puisque le site est voué au recul du trait de côte dans les années à venir. Donc, sur ce site, l'EPF est intervenu dans les mois précédents pour la réalisation des études techniques qui sont préalables à la démolition des bâtis que l'on aperçoit sur les photos. Démolition qui aura lieu au deuxième semestre de cette année, une fois toute la période de nidification passée. Les enjeux environnementaux sur ce site, ils sont majeurs, puisque donc, pour traiter tous ces enjeux environnementaux, l'EPF s'est doté d'un AMO ingénierie écologique qui nous accompagnera également en phase travaux. Et on a une étude paysagère qui est aujourd'hui en cours pour concevoir le projet de renaturation, tout en sachant que cette renaturation, elle se veut et elle se doit d'être sobre. On va aller sur un autre site dans la Seine-Maritime qui présente des similitudes avec le site de Port-Bail, puisqu'on est également sur un ancien camping, donc à Quiberville, où donc, comme on le voit sur la photo, camping qui se situe également en proximité immédiate de la mer. On a plusieurs bungalows qui sont sur ce site et qui sont voués à la démolition, tout comme les merlons que l'on aperçoit également. Et cette renaturation, elle s'inscrit vraiment dans un projet d'envergure, puisque à l'issue des travaux de démolition qui sont sous maîtrise d'ouvrage EPF, le foncier sera par la suite revendu au Conservatoire du Littoral, qui réalisera en partenariat avec le syndicat mixte des bassins versants le reméandrage de la Sanne que l'on aperçoit sur la photo. Pour terminer le panel d'exemples, on va faire un focus sur l'importance du sol dans la renaturation au travers de l'exemple de la friche Accaume à Mortain-Bocage. Donc la friche Accaume, c'est une ancienne friche qui se situe dans un environnement très remarquable, puisqu'on est à proximité d'une cascade, de la rivière Lacance également, que l'on n'aperçoit pas sur la photo, mais qui borde le site en contrebas. C'est un site également qui se trouve dans un périmètre où on a beaucoup de tourisme vert qui est présent. Et donc, les activités n'étant plus présentes, donc cette friche a été délaissée et la collectivité a souhaité développer sur ce site un projet d'aménagement paysager et écologique pour favoriser et développer justement ce tourisme vert. Donc, comme on le voit sur les photos, donc l'EPF est intervenu pour la démolition des bâtis. Et donc, lors de cette démolition, les enjeux biodiversité ont été pris en compte, puisque au préalable de cette démolition, on a un diagnostic écologique faune-flore qui a été réalisé. Ce diagnostic, il n'a pas mis en évidence
d'espèces particulières sur ce site, puisqu'on était sur un site extrêmement entreprisé et bâti. Néanmoins, les enjeux qui ont été identifiés ont tout de même été repris dans le CCTP, dans le cahier des charges et également dans le programme de travaux. C'est notamment le cas des espèces invasives, puisqu'on avait la présence d'arbres à papillons, qui est une espèce invasive et qui a été traitée et gérée dans le cadre de ces travaux. Sur ce site, l'objectif, ça a été vraiment, et c'est toujours de concevoir une stratégie de renaturation avec un projet de préfiguration paysagère et de refonctionnalisation des sols, comme on va le voir, avec l'enjeu de connaître les potentialités du site pour préserver, donc avoir un diagnostic écologique pour avoir une bonne photographie de ce site industriel pour préserver ce qui est préservable. Donc, on a eu un diagnostic agropédologique qui a été réalisé, c'est-à-dire des profils de coupe de sol, des sondages dans les sols avec des mesures chimiques pour caractériser les sols, pour définir leurs atouts, leurs contraintes agronomiques et établir le niveau de fonctionnalité des sols. Par le passé, la stratégie de refonctionnalisation des sols, ça a pu être d'excaver sur 30 cm toutes les mauvaises terres. Aujourd'hui, l'objectif, c'est bien de concevoir avec ce qui est présent sur site, donc de réutiliser les terres, d'amender avec du compost si besoin, et donc vraiment de valoriser et de conserver, dans la mesure du possible, l'intégralité des terres. Comme on le voit avec la photo à l'écran, donc suite au diagnostic agropédologique, on a 3 principaux types de sols qui ont été identifiés sur ce site. Donc, sur la partie, la bordure est, un sol naturel peu perturbé, donc avec un fort potentiel agronomique, un fonctionnement écologique de ce sol qui est stable et un fort potentiel de développement de la biodiversité. Sur toute la partie sud, donc, on a un sol avec des matériaux remblayés, homogènes, avec un impact anthropique qui est principalement en surface et en profondeur une forte pierrosité. Mais sur toute cette partie, on a quand même un potentiel agronomique qui est assez satisfaisant, à l'inverse donc de la partie nord, où on est sur un sol remblayé homogène avec un impact anthropique qui, lui, est extrêmement fort, et donc le potentiel agronomique de ces sols qui n'est pas favorable au développement des végétaux. Donc l'enjeu, c'est vraiment de concevoir la renaturation en lien avec le projet futur, et Monsieur le maire nous en parlera un petit peu dans quelques instants, mais donc sur ce site, le projet futur, il y a 2 zones qui se distinguent. Une zone qui est potentiellement destinée à accueillir du bâti léger et une zone renaturée. Et l'enjeu de cette renaturation couplée à une refonctionnalisation des sols, c'est que les mauvaises terres qui sont peu favorables à l'accueil de biodiversité se trouvent sur la zone vouée à accueillir du bâti. Et à l'inverse, toutes les terres fertiles, eux, se trouvent à l'endroit où la renaturation sera faite avec le développement de la biodiversité et du végétal. Donc l'enjeu, c'est vraiment de concevoir en lien avec les terres présentes sur site, pas d'excaver, mais de valoriser ce qui est sur ce site. Et je vais laisser la parole à Monsieur Desserwer, maire de Mortain-Bocage, pour nous parler du projet sur ce foncier. Bien, merci de me donner la parole. Alors c'est vrai que c'est un projet qui a, au départ, dans les premières réunions, finalement personne ne savait trop quoi faire de ce site. Donc il y avait des projets autour du solaire, autour de ce certain nombre de choses. Et puis après, il y a eu dans l'idée de se dire que par rapport à des changements sur le territoire de Mortain, notamment sur l'accueil on va dire de loisirs plutôt verts, c'est un peu l'image qu'on a chez nous, c'était de se dire que ce site qui est niché dans un endroit tout à fait extraordinaire, donc au pied des falaises où les gens font de l'alpinisme notamment, là où se réunissent avec la petite cascade, la Canse et le Canson. Et donc, l'idée de faire un hébergement, on va dire, touristique orienté nature nous est venue. Et donc, nous avons engagé un bureau d'études pour mener une réflexion, sachant que dans tous les cas, l'idée, c'est vraiment, en termes de construction, c'est de n'arriver à construire que ce qui est sanitaire. Et que tous les hébergements soient des hébergements qui ne soient pas en dur, et donc qui permettent quand même dans des sols dégradés, on va dire, de pouvoir quand même ce que la nature se régénère, même si elle se régénère plus lentement. Et puis dans l'idée, c'est quand même aussi de planter des arbres et tout, parce qu'on est dans un lieu où il y a quand même beaucoup d'arbres autour, voilà, et l'endroit, c'est que l'endroit se prête à beaucoup de choses en termes naturels. Vous avez la Canse à côté, vous avez comment dire,
les gens qui font l'escalade. Vous avez, voilà, c'est un lieu qui devrait attirer des gens qui s'intéressent plutôt au tourisme nature. C'est déjà le cas. On a beaucoup de gens qui viennent à vélo et autres dans notre tout petit terrain de camping qui a une douzaine de places, qui est toujours plein l'été. Et donc, l'idée, c'est de proposer à nos visiteurs un lieu d'accueil qui soit vraiment naturel, reposant. Bon, il y a le bruit de la vacances, c'est vrai, mais c'est plutôt quand même. Et puis, il y a quand même un exemple, Valérie en a parlé tout à l'heure, concernant le géoparc UNESCO, puisqu'en fait, la petite cascade a permis aussi d'aider à ce qu'il y ait cette reconnaissance géoparc. Donc, voilà, c'est un lieu qui attirera autour de tout ça, autour de cette labellisation des gens. Et donc, il faut qu'on puisse les accueillir. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on a cette petite cascade. Donc, on est en train de travailler sur le périmètre de protection avec l'AREAL. Donc, la partie terrain de camping ne sera pas dans le périmètre de protection, mais la collectivité, elle veut qu'elle s'inscrive quand même dans cette protection en termes imaginaires. C'est vraiment important. Et c'est vrai que moi, ce que j'apprécie, parce que c'est le troisième projet qu'on fait avec le Fonds Friche, c'est le travail de l'EPFN, avec des gens qui connaissent tout à fait bien leur travail, qui ont la patience, quand effectivement, ce que disait Valérie tout à l'heure, bah oui, on trouve une pollution qu'on n'a pas vue, bah, il faut la traiter. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec le PFN et ses techniciens. Voilà. C'est-à-dire, c'est que c'est vraiment le PFN, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire s'il n'y avait pas le PFN. C'est clair, en tant que petite collectivité comme Portin-Bocage. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est vous remercier tous et remercier le PFN pour ce qu'ils peuvent apporter à nos communes. Voilà, j'ai fait le tour. Merci, monsieur le maire. Là encore, de ce témoignage qui nous oblige. Mais je crois que ce qui était important dans les présentations qu'on a voulu faire ce matin, c'est vous montrer la diversité de celle-ci. Sans l'avoir clairement évoqué, vous savez aussi que, enfin, pour ceux qui connaissent le territoire normand, les sites qui ont été présentés rencontrent les questions de centralité. Certains sont petites villes de demain, d'autres sont dans Action Cœur de Ville. Donc, on a effectivement cet enjeu. Vous avez vu aussi qu'on est sur des territoires qui peuvent être des territoires, enfin, qui sont des territoires urbanisés, mais qui ne sont peut-être pas des territoires métropolitains au sens lointain. On a aussi des opérations sur ces territoires-là. Enfin, celui de Caen à Fleury en témoigne. C'était essentiel que vous perceviez effectivement la variété, mais aussi l'intensité de l'action de l'EPF. Je terminerai on a eu un certain nombre de questions. Là, il y a une question particulière à laquelle peut-être Jean-Baptiste va immédiatement répondre, qui renvoie aux interventions sur les sites extrêmement pollués, je crois. Oui, alors il y a effectivement 3 questions et une réaction. Donc, une question effectivement qui concerne les décharges, notamment effectivement aujourd'hui encadrées dans le cadre des CPE, donc plutôt inerte, avec effectivement, est-ce qu'aujourd'hui une décharge de stockage de déchets inertes peut être renaturée. J'ai envie de dire, la décharge est quand même un cas particulier parce qu'on est dans le cadre d'un arrêté précis, donc végétalisé probablement, néanmoins, ça reste quand même à la charge aujourd'hui de l'exploitant. Donc, s'agissant des décharges, je pense que c'est quand même très particulier et ça renvoie effectivement à la spécificité de chaque décharge et à son histoire. Après, il y a une autre question effectivement sur toujours ce volet entre strates et grades. Peut-on effectivement renaturer en ville? Quelle est la différence entre nature en ville et renaturation? Ce qu'on a en fait évoqué, c'est que la renaturation est le stade ultime. Avant, vous avez la restauration, vous avez effectivement la couverture végétale. Donc oui, néanmoins, effectivement, tout dépend du point de départ et du point d'arrivée et de la gestion dans le temps. Et enfin, donc, une dernière question, mais qui peut renvoyer à un autre webinaire effectivement de l'EPF, c'est on nous demande effectivement, est-ce que dans le cadre de nos chantiers de déconstruction, on s'intéresse à nos matériaux et notamment au réemploi et au recyclage? Donc la réponse est oui. Effectivement, l'EPF est un maître d'ouvrage aujourd'hui important en Normandie. Il s'inscrit pleinement dans cette dynamique, notamment avec effectivement des démarches d'initiatives régionales, mais aussi nationales. Je peux citer Ron Cooper avec la région, ou alors effectivement à des niveaux, au niveau national. Donc oui, c'est des questions effectivement que l'on traite, qu'on intègre de plus en plus. Néanmoins,
Ça ne dépend pas effectivement que de l'EPF, donc il y a toute une structuration, mais on pourra effectivement y revenir peut-être un jour dans une autre matinale, mais c'est une question qui permet une ouverture. Merci, merci de cette genre. Alors pour conclure, effectivement, on va afficher la carte des interventions en cours, des opérations en cours à vocation de renaturation aujourd'hui portées par l'établissement. Vous voyez qu'elles sont nombreuses, elles sont permises largement, parce que je ne vais peut-être pas non plus, je vais peut-être pas insister là-dessus, grâce au fonds friche régional, sur lequel, qui est cofinancé par la région Normandie et par les fonds propres de l'EPF sur le territoire. Bien sûr, avec pour certaines d'entre elles des financements qui sont cherchés auprès d'autres partenaires. On l'a dit, auprès de l'État à travers le fonds vert, mais aussi auprès de ces opérateurs, de l'ADEME en particulier. Donc ça, c'est un premier point. Vous voyez que bon, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire normand. C'est le témoignage du maire, de Monsieur le maire de Mortain-Bocage est important pour nous parce qu'une des attentes de notre conseil d'administration, c'est bien d'intervenir sur tout le territoire et les questions de renaturation sont présentes, on le voit, sur tout le territoire. Je ne l'ai pas évoqué non plus au début de la présentation, mais on lance aussi un travail avec les 3 agences d'urbanisme du territoire pour justement se questionner sur qu'est-ce que la renaturation, qu'est-ce qu'elle doit être en Normandie, pour aller un peu plus loin de façon théorique, mais aussi de façon pratique. Parce qu'un questionnement, il n'est pas directement apparu ici, mais on aurait pu l'évoquer à l'occasion du projet de Saint-Martin-d'Aubigny sur les tanneries, c'est bien le financement des opérations. Comment est-ce que ces opérations qui sont, on le sait, des opérations qui n'amènent pas de flux par rapport à une opération où on va installer une activité. Là, il faut aussi trouver le montage financier pour y parvenir. Il me semble aussi, enfin, pour terminer, je voudrais insister sur le temps aussi, parce qu'on voit bien on est sur des sujets qui sont souvent complexes. On a mis en œuvre un certain nombre de dispositifs techniques qui ont été évoqués au fur et à mesure des présentations. Ils sont essentiels pour permettre de répondre aux questionnements qu'on peut se poser sur l'aménagement des projets, mais en même temps, ils prennent du temps. Et c'est aussi un temps d'acculturation par rapport à ces projets, et il est essentiel. On reste malgré tout encore modeste sur le fait qu'on a encore beaucoup à apprendre sur cette thématique-là. La nature a encore beaucoup à nous apporter sur les enseignements qu'elle doit faire. Pour citer un exemple, il y a peut-être un conservatoire de botanique qui va s'installer aussi en région Normandie, plus spécifiquement sur les espèces qui seront adaptées demain au changement climatique dans notre région. Et il sera important aussi qu'on sache travailler avec lui pour justement adapter les projets à ces nouvelles espèces. Je ne résiste pas à terminer sur quelque chose d'un peu différent en évoquant ma Provence natale et Giono, parce que quand on parle de renaturation, il me semble qu'on peut parler de sa parabole sur l'homme qui plantait des arbres, que certains d'entre vous sans doute connaissent. J'ai pris la peine de relire récemment, effectivement, ce court ouvrage dont je vous invite à la relecture, tant la vision portée par Giono est complète dans l'accompagnement de la renaturation. Il sait intégrer le temps, parce qu'on est effectivement avec un paysan qui effectivement va reconstituer, renaturer un espace qui n'est pas très grand. Il intègre aussi la question de la biodiversité. Vous verrez, on parle des animaux, il intègre le cycle de l'eau, il intègre la qualité des sols, tout y est. Et vraiment, c'était il y a plus de 50 ans, donc on a là déjà effectivement un fil rouge qui peut nous aider et nous accompagner dans notre action, en tout cas dans les prochaines années sur ces interventions qui sont essentielles pour se préparer et effectivement faire face aux impacts du changement climatique. Je vous remercie et donc à notre prochaine rendez-vous, à notre prochaine matinale de l'EPF.